Kev, le mercato. Avant d'attaquer un peu Ouais, plus précisément sur spoil en quoi le mercato est réussi, pour moi la réponse est oui. Ton avis de suiveur un peu plus lointain, on va dire, un peu moins dedans la tête dans le truc. Comment est-ce que tu as trouvé ce mercato? Si tu as des questions très précises à me poser, n'hésite pas non plus, parce que moi je vais faire un petit point un peu global, on va dire, mais si tu as des questions précises, je suis là pour y répondre dans la mesure du possible. Mais dans un premier temps, qu'est-ce que tu as pensé de ce mercato, toi, vu de ta position un peu plus lointaine? mitigé. Mitigé. Le gros plus pour moi, c'est d'avoir repris Jesse Bennett, qui en plus d'être un excellent joueur et quelqu'un qui connaît la maison et qui, comme on l'a bien vu, est efficace de suite. Hein. Il n'a pas de temps d'adaptation ou quoi que ce soit. Je crois que c'est d'ailleurs Bambok qui disait qu'on a l'impression qu'il a jamais quitté le club. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose de l'avoir repris. Petite dédicace à Anto que j'ai vu au stade et qui m'a dit qu'il avait la petite larme à l'œil quand il a vu le tweet du GF38 annonçant son retour. Donc voilà, ça c'est vraiment la bonne nouvelle. Pour ce qui est de l'autre renfort, Ariel Mendy, écoute, moi je t'avoue que j'ai pas beaucoup regardé les matchs de Clermont, donc je peux pas te dire de suite ce que ça va nous apporter. C'est quelqu'un qui a déjà joué des matchs en Ligue 1, mais bon, Paquez en avait joué aussi. C'est quelqu'un quand même qui est plus jeune que ça. Maintenant, le gros problème que je vois, c'est que Gersbach était quelqu'un de plutôt fiable en termes de blessures et que lui arrive et qu'au bout du deuxième match, il s'est pété. Donc bon, ça peut être aussi de la faute à pas de chance, mais je demande à voir quand même si sur ce poste de latéral gauche, on n'a pas perdu quand même en qualité parce qu'il ne faut pas oublier que Gersbach est aussi, comme Bambok, en train de monter en puissance après un début de saison plutôt compliqué. Donc j'attends de voir sur ce poste-là, parce que là, mine de rien, on se retrouve sans lui pendant peut-être 3 semaines, voire peut-être plus, je ne sais pas. Et on va se retrouver avec Paquez qui n'avait pas forcément donné satisfaction, et Neri qui revient de blessure et qui n'a pas joué depuis je ne sais pas combien de temps. Donc je ne sais pas si on ne s'est pas appauvri, en tout cas sur ce poste-là. Donc ça, c'est pour les arrivées. Après les départs, je parle même pas très vite du départ de Boissy. Hein. De toute façon, il ne faisait plus partie de l'effectif. Donc ça, c'était une anomalie qui est vite réglée. Par contre, le gros départ qui pour moi fait pencher la balance en négatif, c'est peut-être le cœur qui parle, mais pas uniquement, je vais m'en expliquer. C'est le départ de Flomich. J'attendais son retour avec impatience. Ça faisait plusieurs semaines que je disais il est où Flomich? Il est où Flomich? Il faut qu'il revienne. Touré donne pas satisfaction. Alors là, aujourd'hui, Benet est arrivé, donc forcément, il aurait eu moins de temps de jeu, je te l'accorde. Mais je reste quand même à dire que à chaque fois qu'il a joué, il a fait ses matchs. Que le dernier que le dernier mois plein qu'il a fait, où il a joué tous les matchs, c'était le mois d'août et il a été élu joueur du mois. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a toujours fait ses matchs, qui a jamais triché, qui avait l'amour du club. Encore une fois, c'est peut-être, et ça je n'ai pas les coulisses, tu vas peut-être pouvoir m'en dire plus, une demande de sa part de partir pour avoir plus de temps de jeu, pour pouvoir jouer la montée avec Bourgoin et tout. Mais pour moi, il mérite de toute façon de jouer plus haut. Il a les qualités pour jouer plus haut. Et j'aurais aimé qu'il finisse mieux que ça avec Grenoble sur une fin de saison où il joue, où il peut avoir un hommage correct, parce que là, son hommage dégueulasse après le match, avec la moitié du stade qui est parti, etc., je trouve ça vraiment limite encore de la part du club. Donc très content de l'arrivée de Jesse, qui va nous faire un bien énorme. Après, le reste, je demande à voir. Pour l'instant, je ne suis pas ni emballé, ni quoi que ce soit, parce que je n'ai pas forcément d'avis sur Ariel Mendy. Et un départ important pour moi, qui important pas forcément en termes de jeu, parce qu'il ne jouait plus depuis des mois, mais important en termes de groupe et en termes de cœur, d'affectif, j'ai envie de dire. Très bien. Alors je vais attaquer le gros morceau. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat au fur et à mesure. Kev, n'hésite pas à m'interrompre si tu as une question. Je vais essayer de ne rien oublier tout en essayant d'être un peu concis pour pas que ça dure 3 heures non plus. C'est toujours un gros morceau en fait. On en parlait un peu en off avant le début. Kev, tu avais le sentiment que c'était un petit mercato en fait réalisé par le GF38 parce que finalement peu d'arrivées et pas de départ ou peu de départ. Hein. Et je te disais non, ça a été un gros boulot pendant un mois parce que déjà il y a plein de rumeurs, il y a plein de choses, etc. Puis au final, pour moi, c'est des choses qui sont impactantes les non-départs, tout comme les arrivées et ceux qui sont partis aussi. Donc c'est beaucoup de travail de vérification, voir s'il n'y a pas d'autres pistes, etc. Et tout. Je suis très déçu qu'Anto n'ait pas vu que le retour de Jesse Bonnet avait été annoncé par Metrosport en priorité. Par contre, je ne sais pas qui est cet Anto, mais c'est carton jaune pour lui s'il nous écoute.
Mais en tout cas, voilà, c'est un gros travail et ça a été un gros mercato hivernal, j'ai trouvé. Sachant que les mercatos d'hiver sont quand même un peu plus calmes, même si à Grenoble, on avait déjà réalisé un gros mercato d'hiver l'année dernière avec les arrivées de Tel, avec les arrivées de Ngando et l'arrivée de Chapchet et de Bamba le dernier jour. Donc ça avait été costaud aussi. Alors est-ce que c'est un mercato réussi? Pour moi, oui, parce qu'il y avait eu trois objectifs en fait définis non officiellement en tout cas par le GF38 en début de mercato ou avant le mercato. Le premier, c'était dégraisser un peu un effectif qui était conséquent et alléger un peu une masse salariale qui était relativement forte compte tenu que certains éléments ne jouaient pas ou jouaient très peu. Le deuxième élément, c'était conserver les cadres. Le troisième élément, c'était de se renforcer sur des postes clés. On va commencer sur ce troisième point. Les postes clés, en fait, moi, on m'avait expliqué en tout début de mercato que concrètement, on cherchait un 6, on cherchait un 8 et on cherchait un latéral gauche. Sous-entendu pour le latéral gauche, parce qu'un latéral droit était susceptible de partir, donc Gaspard ou Neri, et qu'on aurait refait basculer en fait Gaëtan Paquiez à droite à ce moment-là, qui est son vrai poste, c'est le poste où il a joué le plus souvent à Nîmes. Donc voilà en gros les trois postes qu'on avait ciblés. Donc Jessie Bonnet est arrivé. Donc c'était plutôt pour le 8, même s'il peut Oui. jouer 6, il l'a démontré, on est d'accord. Ariel Mendy est arrivé, donc c'était plutôt sur le poste de latéral gauche. A manqué du coup un autre profil au milieu du terrain. Sachant que quand Jessie Bonnet est arrivé, en fait, on m'a dit un peu dans l'entourage du club, Jessie Bonnet, en fait, sa qualité, c'est qu'il peut jouer aussi bien 6 que 8. Chose qu'il a démontré pas plus tard que les trois premiers matchs qu'il a joués, puisqu'il a joué à la fois 6 et à la fois 8. Donc effectivement. C'est vrai. Sauf que visiblement, alors ça c'est pas une info qui est à moi, c'est une info qui m'a été transmise sur Twitter par Thomas et par Marco. Le GF38 aurait quand même essayé de faire Thomas Monconduit le dernier jour du mercato. Thomas Monconduit, c'est un milieu défensif qui joue à Saint-Etienne. Alors moi, je n'étais pas un grand fan de l'idée parce qu'il était remplaçant à Saint-Etienne, le 19e de Ligue 2 en début de saison. Maintenant, c'est un joueur qui a beaucoup joué à Lorient en Ligue 1, qui a que 31 ans, donc pourquoi pas. Très sincèrement, moi, c'est pas une information que j'avais en ma possession, mais je sais pas d'où ils la tiennent, mais ça me semble une piste qui est crédible en tout cas. Donc malgré tout, le GF38 aurait quand même, on va employer les conditionnels, essayé de travailler sur un 6. Donc déjà à ce niveau-là, dans tous les cas, sur les postes qui étaient ciblés, on est plutôt sur une réussite, même si c'est une réussite que partielle, puisqu'il manque peut-être un deuxième profil milieu de terrain. Donc ça, l'avenir nous dira si ça va nous manquer un moment ou pas. Moi, je trouve que c'est un secteur de jeu qui est très fourni, surtout quand on joue en 4-2-3-1, on a besoin de moins de milieu de terrain aussi. Donc ça me va finalement qu'on libère peut-être un peu de temps de jeu pour des sbires ou des choses comme ça. Je trouve pas ça non plus complètement déconnant, sachant comme j'ai dit tout à l'heure que Bambok et Bonnet ont vraiment des profils de titulaires indiscutables aujourd'hui. Donc ça me pose pas d'autres problèmes outre mesure. Bambok, est-ce qu'il a été sollicité? La réponse est oui. Il y a deux équipes de Ligados, il y a Ibiza et je sais plus c'est qui la deuxième équipe qui sont effectivement montrées intéressées selon la formule consacrée, mais il y a eu aucune offre en fait. Donc le départ de Bambok a même pas été, le club n'a même pas eu à refuser d'offre pour Bambok clairement. Il était toujours, Est-ce il a toujours été question que, qu'il reste. Ouais. est-ce que justement, il s'était pas mis mon conduit de côté au cas où si Bambok partait, justement, C'est peut-être? tout à fait possible. Après, le club globalement travaille toujours sur plusieurs pistes et anticipe toujours des possibles départs. C'est-à-dire que si le dernier jour du mercato, alors je pense qu'il y a des deadlines où ils disent aux joueurs vous pouvez pas partir après telle date parce que ça va nous compliquer la vie, mais je pense qu'il y a toujours des pistes effectivement que tu réactives si besoin derrière. Donc peut-être que mon conduit effectivement était là au cas où Bang Bok parte. D'après Thomas et Marco, c'est quelqu'un qu'ils ont tenté de faire quand même malgré tout en toute fin de mercato. Hein. Quand je dis toute fin de mercato, c'est le mardi D'accord. soir, le 31 janvier, donc en plus de conserver Bang Bok. Mais oui, oui, dans tous les cas, Kev, bien évidemment, je pense que côté GF38, on sait qu'il y a des sollicitations, on y viendra sur la conservation des cadres, et qu'on anticipe à l'avance les joueurs qui peuvent remplacer s'il y a besoin de remplacer des joueurs. Grégo Foot nous dit Manu Pérez blessé. Ouais, Manu Pérez est toujours blessé pour l'instant. Que je dise pas de bêtises, je crois que c'est la cheville, lui. Il y a beaucoup de blessures qui tournent, donc à vérifier quand même, Grégo, mais il me semble bien que c'est la cheville. Hein. Donc voilà Je pour suis désolé, le. mais ça me fait rire.
Ça me fait rire pour Peut-être qu'on Perez, parce que reviendra là, plus ça tard commence selon les questions. Je veux pas orienter vos questions, euh, mais peut-être qu'on peut revenir sur le cas de Manu Pérez un peu plus tard. Après, est-ce que le GF38 s'est renforcé? Bah ça, c'est la vérité du terrain qui va le dire au final, hein. Pour moi, sur le papier, il s'est renforcé parce que Benet est un profil qu'on n'avait pas de toute façon. Et c'est quand même un joueur de classe pour de la Ligue 2. Je pense que sur ce qu'il a montré en seulement quelques semaines depuis son retour, il a déjà été décisif, mais même dans le fait de prendre un peu le jeu alpin à son compte, je pense qu'il est en train de démontrer, mais personne n'en doutait à Grenoble, que c'est une grosse plus-value pour le GF38. Et Ariel Mendy, je trouve que sur le papier, c'est plus fort que Gersbach. Je précise bien sur le papier. Maintenant, comme tu l'as dit, Kev, il arrive, il est blessé. Après, ça, il a peu joué cette saison, donc on peut pas non plus tout de suite lui jeter la pierre sur ça. Et puis on verra à terme si c'est une belle recrue. Mais en profil, en tout cas, on va quand même chercher un mec qui jouait peu en Ligue 1, mais qui joue en Ligue 1. Ça nous change quand même des mecs qu'on va chercher en Ligue 2 ou qui jouent peu en Ligue 2 ou qu'on va chercher à l'étranger. Rien que sur le profil, je trouve qu'on a quand même changé de gamme et qu'on a monté justement un tout petit peu de gamme. Alors on va pas encore chercher des titulaires en Ligue 1, on n'est pas là au GF38. Mais on est quand même sur un mec qui avait joué 18 matchs l'an dernier avec Clermont et qui cette année a moins joué, mais il y a une grosse concurrence à Clermont. Je l'appelle, alors désolé pour le nom, je l'appelle toujours Pinto Borges, le mec de Clermont qui est très fort. Je sais que c'est pas Pinto Borges, mais vous comprendrez pourquoi je l'appelle Pinto Borges. Voilà, donc il y a un gros titulaire indiscutable au poste à Clermont et c'est difficile. Et de ce que j'ai entendu de Léo Corcos, notre confrère de France Bleu, qui suit de près Clermont et des supporters clermontois, c'est que c'est quand même une bonne pioche qui est capable d'apporter offensivement, qui est solide défensivement et qui a 28 ans si je me souviens bien, donc qui rentre plutôt dans un cadre de 3 ans sans trop de problèmes. Donc je trouve que sur le papier c'est plutôt intéressant. Maintenant pour Ariel Mendy, on va quand même attendre les semaines et les mois qui viennent pour voir si c'est mieux que Gersbach. Grégo nous dit merci, ça sent le même parcours que Yorick Ravé. Effectivement, Grégo, ça sent la même fin peut-être. On en rediscutera tout à l'heure. Et sur le départ de Gersbach, du coup, de ce que je sais, c'est plus une volonté du joueur à qui il restait que 6 mois de contrat de toute façon. Donc on était vraiment sur l'optique plutôt de dégraisser à droite et de faire partir de faire passer Paquiez à droite. Mais il y a eu cette opportunité pour Alex Gersbach. On peut aussi comprendre une aventure en MLS, bah, ça a du sens. Le club l'a bien vendu. Alors moi au début on m'avait donné la somme de 200 000 euros, mais ça serait a priori plus sur du 350 000 euros. Pour un joueur à 6 mois de la fin de son contrat, c'est pas déconnant du tout. Surtout sur un latéral gauche. Je pense que la MLS c'est vraiment une piste à creuser pour Grenoble parce que entre JT et Gersbach, on voit que les montants sont relativement élevés. Donc, est-ce que D'ailleurs, content de Oui, revoir JT en France. oui, tout à fait. Heureux de revoir JT en France. Je ne sais pas s'il va jouer cet après-midi face à Nantes, mais il était dans le groupe d'Ajaccio, Moussa Djité. Si vous n'avez pas suivi, il a été prêté à l'AC Ajaccio en Ligue 1, donc ouais, je suis content aussi de revoir Moussa Djité en France. Est-ce que je suis triste du départ de Gersbach? Clairement, parce qu'effectivement, sportivement, bah, il donnait entière satisfaction, notamment ces dernières semaines où, voilà, comme tu l'as dit, Kev, il montait en puissance. Et puis en plus, je le trouvais vraiment très Grenoblo compatible à l'image d'un Piquel dans la mentalité en fait, et ça m'a fait plaisir de voir en plus que les supporters voilà ont eu un moment particulier avec lui. On n'a pas besoin d'être né à Grenoble en fait pour avoir un peu cette image d'enfant du club quelque part, et voilà, j'ai bien aimé Gersbach sur sa période. Il a fait beaucoup d'efforts pour s'adapter, il parlait très bien français sur la fin. Franchement, on peut lui souhaiter toute la réussite possible, et ce petit échange avec les supporters à la fin du match contre QRM, je trouvais ça très très cool. Je crois savoir aussi qu'il allait boire un verre avec les supporters quelques jours auparavant. En fait, vraiment très bon mec, et déçu du coup qu'ils finissent pas à Grenoble, mais complètement conscient aussi qu'à un moment donné, bah, il y a des opportunités qui doivent se saisir aussi bien pour le club que pour les joueurs. Donc départ finalement logique au vu de la destination. Grégo Foot, Nestor aura-t-il une reconversion au club? Il a re-signé 2 ans en ne jouant pratiquement plus. Alors je crois qu'il a re-signé qu'un an, Nestor, à vérifier, mais je crois que c'est jusqu'à 2024. Je bois un petit coup, pardon, pour pas avoir la Il me gorge semble que trop c'est ça. Ouais. sèche. Et est-ce qu'il va avoir une reconversion au club? Je ne sais pas, mais je trouve l'idée très intéressante. Pour le coup, je sais pas ce qu'il veut faire après sa carrière, mais pareil, lui, je trouve qu'il s'est très très bien acclimaté au GF38. Et, ça me déplairait pas de le voir au club. Je sais pas, ambassadeur, coach, je sais pas du tout ce qu'il compte faire, mais ouais, ouais. L'idée est plaisante. Kev, je sais pas ce que t'en penses d'une Moi, j'adore. après-carrière de Nestor à Grenoble.
Moi, j'adore le mec, j'adore la mentalité. Sur sa prolongation de contrat, en plus, sa dernière petite phrase, je suis très fier d'être grenoblois, de porter ses couleurs et tout. Alors, il y en a qui le disent dès qu'ils viennent d'arriver parce que bah, c'est la mode. Lui, je sens vraiment qu'en fait, bah, il se sent bien ici. En fait. Il venait de Valenciennes, chez qui c'était très compliqué. Ils étaient l'une des pires défenses de Ligue 2. J'avais vu les commentaires à son arrivée, c'était bah, bon courage et tout. Ben moi, très honnêtement, depuis qu'il est là, il a été élu une fois meilleur joueur de la saison. Il a une mentalité exceptionnelle, titulaire, remplaçant, il râle jamais, il a toujours le sourire. Pour moi, c'est un grand oui et effectivement, c'est pas du tout idiot de l'imaginer ensuite avoir un rôle au niveau du club. Leader de vestiaire aussi, on le voit souvent parler effectivement en avant-match sur le terrain, on l'entend beaucoup aussi, donc Vice-capitaine. ouais, vice-capitaine, il est important à ce niveau-là. Et quand il est arrivé, en plus, il est blessé de longs mois. Je crois que c'était l'épaule ou la clavicule, quelque chose comme ça, qu'il a éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Et effectivement, je me rappelle à l'issue de la première saison, il y a plein de gens qui voulaient le voir partir parce qu'il avait peu joué, que quand il jouait, il coûtait souvent des buts. Je pense qu'il a mis tout le monde d'accord depuis, aussi bien sûr qu'en dehors des terrains. Et bah, pour rebondir sur ce que tu disais, oui, le voir. Je pense déjà qu'il a le niveau sportif, même s'il a un peu moins joué cette année, déjà pour faire une belle deuxième partie de saison. On en a un peu parlé tout à l'heure sur qui a marqué des points. Mais je pense que l'année prochaine, à son poste, en plus, il est pas spécialement cramé. Il peut jouer un peu plus vieux quand on est en défense centrale. Donc, plutôt content, moi, de cette prolongation. C'est vrai que je comptais pas parler des prolongations, mais plutôt content aussi de la prolongation de Tel. Même si, comme je le disais tout à l'heure, il est un peu moins bon ces dernières semaines. C'est quand même un joueur qui est important depuis son arrivée, qui a une part très active dans le maintien du club l'année dernière, qui a encore marqué un super but cette année contre Caen, voilà, qui rapporte des points, qui a une bonne mentalité aussi. Et est-ce que Et j'oublie qui est quelqu'un? même moins Ouais, blessé, hein. qui est moins Qui est tout de blessé même moins effectivement. blessé Ouais, aussi. ouais, on le disait d'Engando, comme Ngando, il était souvent blessé. Finalement, il est un peu moins blessé cette saison, effectivement, Jordan Tell. Est-ce que j'oublie quelqu'un dans les prolongations? Nestor, Tell et on en a eu un troisième ou pas, Kev? Je Là, crois pas. je réfléchis comme ça, mais bah, Chat, mais ça remonte quand même. Oui, je parlais vraiment de cet hiver sur les mecs annoncés en prolongation, sachant qu'il y a encore quelques joueurs qui arrivent en fin de contrat, mais Grenoble n'aime pas trop prolonger tôt généralement, donc c'est déjà étonnant que Nestor D'ailleurs, et Jordan Tell aient été prolongés rapidement. c'était ma prochaine question, Fred. Je voulais Ouais. faire le point un petit peu sur qui était justement en fin de contrat à la fin de saison et est-ce que, bah, voilà, pour qu'on ait un peu des avis, savoir qui on pourrait prolonger, qui on va laisser partir. Alors, je vous propose d'aborder ce point-là en dernier, parce que j'ai un petit article en privé où j'ai Allez. toutes les dates de contrat, donc j'irai voir quand on aura fini le petit point sur le mercato, et on fera le petit point ensemble, effectivement, sachant qu'il y a quelques doutes sur des joueurs et sur des options, mais je vous dirai tout ça. On peut passer aux joueurs qu'on a dégraissés. Donc le premier point, c'était on voulait certains postes, donc on les a quasiment tous eus à un petit mini, si on peut appeler ça échec avec des gros guillemets sur l'arrivée d'un deuxième milieu, mais en tout cas voilà sur le niveau des arrivées, on a plutôt fait qui on avait envie de faire, avec le gros point positif bien évidemment c'est Bonnet. Le deuxième point c'était dégraisser un peu l'effectif. Alors là tu parlais de Boissy tout à l'heure, Kev effectivement bon c'est un joueur sur qui on comptait pas forcément en Ligue 2, mais du coup bah c'est intéressant aussi en termes de libération de masse salariale. Après je sais pas les conditions de son prêt, si Grenoble continue de prendre en charge une partie de son salaire ou pas, ça je peux pas vous dire. Mais on n'a plus Kokredze non plus, qui lui pour le coup est pas prêté, il y a eu une rupture de contrat. On a prêté Bunjaku et on a Flo Michel qui est parti aussi, donc on a quand même là aussi je pense que j'oublie personne, mais on a quand même quatre joueurs qui sont partis et des joueurs qui à différents stades ne comptaient pas aux yeux de leur entraîneur. Je dis différents stades parce que bah, Kokredze et Boissy avaient fait toute la prépa avec l'équipe réserve et qu'on leur avait clairement dit bah vous serez plus en groupe Ligue 2 cette année. C'est ce qu'on appelle traditionnellement des lofters dans d'autres clubs. Ils s'entraînaient même plus avec l'équipe professionnelle. Donc je pense que là leur départ est le mieux pour tout le monde. On a Norges Bunjaku qui lui s'entraînait avec le groupe pro. Je me rappelle même plus de son temps de jeu cette année en Ligue 2 et en Coupe de France, mais je crois qu'en Ligue 2 c'est zéro. De toute façon, en Coupe de France c'est très 0. peu. Voilà, donc il était très peu dans les plans de son entraîneur, avec un milieu de terrain très fourni. Donc là aussi c'était difficile. Et on a Flo Michel qui, comme tu le disais, a été joueur du mois. Alors c'était peut-être pas août, c'était peut-être septembre. J'ai un petit doute, Kev, sur quand est-ce qu'il a été très bon, mais qui en tout cas avait un profil à minima de joueur qui rentre dans une rotation.
On pourra en discuter un peu plus largement derrière, mais voilà, on peut pas comparer Florian Michel avec les 3 autres. Pour moi, en tout cas, on n'est pas sur ce registre-là. De qui d'autre le club aurait pu se délester au moins en prêt? Alors moi, on m'avait évoqué un peu Geno, en mode aussi on peut le prêter 6 mois, ça lui fera du temps de jeu, on a beaucoup de monde au milieu. Et je crois que c'est à peu près tout si je vous dis pas de bêtises. Et après, comme je vous disais tout à l'heure, on pensait perdre un latéral droit en début de mercato. Alors j'ai pas plus d'infos que ça, je sais que le Jordi Gaspard était très proche du Stade Brestois à un moment donné. Est-ce que c'était pour dès cet hiver ou pour juin prochain? Ça je peux pas vous le dire. Je pense plutôt que moi c'était pour juin prochain parce qu'il arrive en fin de contrat. Ça fait partie des joueurs en fin de contrat. Et Loris Neri, pareil, il avait pas trop de temps de jeu, donc l'idée c'était peut-être de lui trouver un point de chute. Alors je sais pas ce que ça a donné, s'il y a eu des pistes ou pas du tout. En tout cas, voilà, c'était un peu l'idée en tout cas. Sinon, on a fait le tour des joueurs dont on s'est délesté. Florian Michel, tu posais la question, Kevin. Oui. Ouais, juste une petite info avant. On parle donc de Yeno pour un prêt et tout. Par contre, malgré les absents au milieu de terrain, il y en a un qu'on voit même plus faire des groupes. C'est Isola. On en est où? Alors Isola, vous m'aviez posé la question il y a quelques semaines et il s'est blessé en Coupe de France contre Villefranche. Donc le dernier match D'accord. avant la trêve Coupe du Monde et il était pas encore en phase de reprise quand j'ai pris l'information sur pourquoi il était absent. Ça remonte comme il y a Ok. 3 semaines, donc je sais pas s'il est toujours blessé aujourd'hui ou si il a commencé à reprendre. En tout cas, la raison de son absence et du stage et des matchs de préparation et de la reprise, c'est qu'il était tout simplement blessé. En fait, je me souvenais pas qu'il s'était blessé moi sur le match de Villefranche effectivement, dont il avait joué quelques. Alors je sais plus, non, il n'était pas titulaire, hein, il était rentré en cours de jeu, je crois, au Stade des Alpes contre Villefranche, mais j'avais pas fait attention à sa blessure et en fait visiblement il s'était blessé à ce moment-là. Je me rappelle plus où précisément. Je pourrais retrouver l'info si la nature de la blessure vous intéressait un peu plus précisément. Voilà, Kev. Du coup, D'ailleurs, Flomich. juste, Oui, je toujours pas de rebondis juste Flomich. pour faire un Ouais. coup de gueule, en fait. Juste pour faire un coup de gueule, en fait, tant qu'on était sur les points blessures, Hmm. je trouve absolument inadmissible de n'avoir jamais de points blessure, de points infirmerie de la part du club. Si en fait, toi, Fred, tu n'es pas là, on ne sait jamais ce qui se passe au niveau du club, si les joueurs sont absents, s'ils ont des petites blessures, des gros pépins, on ne sait jamais rien. Pérez, c'est pour ça que tout à l'heure, ça me faisait rire, en fait. Il est absent depuis je ne sais pas combien de temps. Je crois que c'est la fin de la trêve, mais même avant sa première absence a été longue. On n'avait pas d'infos. Flomich, si je viens pas pleurer tout le temps pour avoir des infos de ta part, on ne sait pas ce qui se passe. Le mec, ça fait 6 mois, il joue pas, on n'en sait rien. Donc là, franchement, c'est un gros, gros coup de gueule envers le club, envers la com du club, parce que juste communiquer, en fait, nous, on n'est pas non plus tout le temps aux entraînements, on n'est pas tout le temps là à savoir tout ce qui se passe à l'intérieur du club. Je pense que ça prend 5 minutes de faire un petit communiqué, ne serait-ce que toutes les semaines, toutes les 2 semaines, de dire voilà, les points blessures. Pour l'infirmerie, on en est là. Tel joueur, il est en phase de reprise. Tel joueur, il a repris. Tel joueur, voilà. Ça prend 2 minutes, mais je pense que déjà, ça nous implique un peu plus, en fait, plutôt que de nous laisser comme ça, sans nouvelles de tout ce qui se passe, en fait. Alors, je suis d'accord avec toi sur le fond. Après, je sais qu'il y a aussi un problème de secret médical. Après, ça n'empêche pas de dire qu'un joueur va être absent telle durée sans préciser la nature de sa blessure, par exemple. Mais je Les sais que tu clubs es le aussi. font, hein. Voilà, les clubs le font, mais tu es aussi limité. Je crois que, alors je sais plus dans quel club ça s'était passé, mais un joueur avait porté plainte contre son ancien club parce qu'ils avaient divulgué sa blessure et que c'est tout simplement interdit légalement. C'est des cas très à la marge hein, que des clubs se plaignent à ce niveau-là, mais peut-être que ça explique qu'on ne veuille pas, ou peut-être que c'est une consigne du staff aussi de dire bah voilà, on veut pas informer les adversaires de qui peut jouer, qui peut pas jouer. Ça, je peux pas te le dire, mais je sais qu'il y a cette question un peu de secret médical qui rentre en compte, hein. Alors, je regarde vite fait le chat avant peut-être de passer à Florian Michel, à moins que vous ayez d'autres questions. Brigitte nous dit Loris, c'est son anniversaire aujourd'hui. On lui a souhaité, effectivement, Brigitte, tu as dû être partie pendant ce petit laps de temps. Grégo nous dit y a-t-il des joueurs prometteurs dans la réserve? Alors, ça fait longtemps que j'ai pas vu la réserve. En même temps, la trêve est longue en régional. Moi, j'aime bien Yameogo, effectivement, mais bon, qu'on a déjà vu en groupe pro. Strazeri, cette année, on le voit pas trop. Même avec la réserve, je me demande s'il était pas blessé. Moi, j'ai pas l'information de son éventuelle blessure ou s'il va revenir. Nacho Loba, le latéral gauche, est pas mal. On l'avait déjà vu il y a quelques années dans un groupe avec Philippe Inchberger. Bon, après, il y a Mathieu Gourgan, mais on n'est pas sur un profil jeune joueur en tout cas, mais il fait le taf en réserve. J'ai peur d'oublier quelqu'un. Mbomiko cette année marque beaucoup. Moi, je l'ai vu en début de saison. Effectivement, c'est intéressant, mais bon, le secteur offensif du GF38 est tellement fourni que c'est vraiment pas le type de joueur qu'on risque de voir en Ligue 2 prochainement.
Et Au après Cardi. ça, Ocardi, bien évidemment, ouais, Ocardi qui est un peu comme Yameogo, voilà, c'est des joueurs qui ont intégré le groupe professionnel déjà, mais qui jouent avec la réserve. Et il y a, alors j'ai un doute sur le nom, c'est Matteo D'Antona, je crois, qui lui était U18 l'année dernière et qui est de plus en plus souvent dans le groupe, voire titulaire avec l'équipe de Luca Pouliken. Alors pareil, comme en tout début de saison, il jouait moins, je l'ai peu vu, mais il joue de plus en plus, donc j'imagine que ça fait partie des jeunes joueurs à suivre, parce que lui, il était que U18 l'année dernière, donc il est vraiment très jeune, hein. C'est bon, on a fait le tour sur. On peut attaquer Flo Michel ou pas encore, hein? Je regarde si le chat ne fait pas de bêtises. On Non, peut, ça va. désolé. Désolé. Visiblement, il peut. Donc, tu posais la question, Kev, est-ce que c'est Florian Michel qui a voulu partir? Bah, ma réponse, ça va être très simple, c'est non. Ce n'est pas Florian Michel qui a voulu partir. D'après les informations en ma possession, en tout cas, Florian Michel, très concrètement, on lui a dit, il faut trouver un autre club, Monsieur Michel, que ce soit plutôt sous forme de prêt a priori au départ. L'idée, c'était de le prêter sur un club de National 1. Mais on ne comptait pas sur Florian Michel, hein. De toute façon, je pense que vous l'avez compris depuis 1 an et demi, qu'il fait pas forcément partie des priorités de son entraîneur. Donc on lui a dit en gros bah, que s'il voulait jouer en cette fin de saison, que ça serait pas à Grenoble et qu'il avait tout intérêt à trouver un club. Je trouve un peu. Alors tu disais que tu n'avais pas aimé l'hommage. Moi, hypocrite, c'est un terme un peu fort, mais ça me fait quand même un peu sourire, sourire jaune de voir tout ce qu'on a, l'abattage de com qu'on a fait autour de Florian Michel, quand concrètement c'est un joueur qu'on ne veut plus en fait. Alors quand c'est sur un joueur qui part en retraite, etc., Ben Griba, qu'on fasse tout un truc, je comprends. Là, j'ai trouvé qu'on en avait fait beaucoup en matière de com, en tout cas. Après, hein, au stade, c'est différent. Effectivement, on n'a pas annoncé qu'il venait à la fin, etc. J'ai trouvé ça curieux en fait. À la fois de dire à un joueur on compte pas sur toi, mais de dire bah viens quand même célébrer avec ton public. Je comprends parce que Florian Michel a une histoire très particulière et je pense que pour le joueur lui-même c'était important de le faire. Donc je comprends tout à fait, mais voilà, ça m'a fait sourire un peu jaune quand même toute cette histoire. Et pour Florian Michel à Bourgoin-Jallieu, ça par contre, je pense que c'est une volonté du joueur. Le club par contre a été super réglo en matière de résiliation. Je vais pas rentrer dans les détails financiers, mais voilà, même financièrement, le club a été très 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 réglo, beaucoup plus réglo que ce qu'on entend d'habitude dans le monde professionnel. Et tout simplement, je pense que Flo, il avait pas envie d'aller jouer en N1. Je vais pas citer de club pour ne froisser personne, mais qui ne soit pas dans la région et qu'en gros Flo c'était bah, soit il joue à Grenoble, soit il joue à Bourgoin, son deuxième club de cœur, et qu'aujourd'hui il est très heureux d'avoir rejoint Bourgoin. Il y a un beau challenge sportif avec la montée en N2 et je pense qu'on peut tous se féliciter aujourd'hui, bah, tout simplement qu'il soit heureux en fait et épanoui, hein, ce genre de joueur-là avec qui on a des attaches particulières. On a avant tout pardon, envie de le voir être épanoui dans son quotidien et ce sera le cas sans aucun doute à Bourgoin. Donc pour ma part, je suis content qu'on ait trouvé cette porte de sortie là. Voilà. Ça aurait été difficile, je pense, pour lui d'aller chercher peut-être du temps de jeu en N1 dans un contexte qu'il ne maîtrise pas forcément. Si je dis pas de bêtises, il a jamais quitté l'Isère en matière de club, ou alors très 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 rapidement, mais j'ai pas souvenir là comme ça. Donc je trouve que le choix est logique, même si je comprends que certains soient étonnés qu'il soit en National 3. Et pour rebondir aussi, Kev, sur ce que tu as dit, moi je pense qu'il avait sa place aujourd'hui dans la rotation. Je le trouve pas moins bon qu'un Touré, par exemple. Je le trouve pas moins bon qu'un Geno. Maintenant, je comprends aussi qu'il ait 31 ans et que le club préfère miser sur un Touré qui en a 10 de moins, en fait. Voilà, pour finir sur ça. Kev, tu as des questions éventuelles ou un avis à nous donner sur Flomich? Bah, moi, c'est un hommage à Flomich, que, comme je l'ai dit, et tout le monde le sait, hein, c'est l'un de mes chouchous. C'était quelqu'un du club. Alors, on sait qu'on a à Grenoble une forte attache avec les joueurs du club, qui ont été là aussi, il faut pas l'oublier, pour la reconstruction de ce club, hein. Certains, peut-être, n'étaient pas encore là en CFA2 ou quoi. Je parle des jeunes supporters. Mais faut pas oublier que ces mecs-là, bah, ils sont restés avec le club et ils ont évolué aussi avec ce club. Donc à différents niveaux, hein. Pérez après était parti en Ligue 2 et est revenu aujourd'hui, mais lui il était resté, parti, puis revenu pour de la réserve. Donc voilà, il a aussi une histoire qui est attachante. Donc moi, Flomich, c'est un départ que je trouve brutal en fait. Moi, comme je dis, j'aurais préféré un départ en fin de saison avec justement un vrai hommage, quelque chose où on prévoit le départ. Là, je trouve ça très brutal, sans avoir l'occasion de jouer un dernier match pour le club. Au final, donc là, tu me dis qu'il est heureux d'arriver à Bourgoin. Tu vas voir que dans 2 semaines, il va directement jouer à Bourgoin. Alors que nous, ça fait 6 mois qu'il joue pas, on n'a aucune nouvelle, on ne sait pas si c'est sur blessure, on ne sait pas si voilà. Donc il y a des trous, des choses bizarres en fait que je trouve dans ce club, et effectivement le fait de faire un battage médiatique en disant merci pour tout Flomich, pur Grenoblois, on va te faire un hommage et tout, alors que de l'autre côté, ben, j'avais pas cette info, mais c'est vraiment on le pousse à la sortie.
Je trouve ça un peu dégueulasse. Donc voilà, moi je lui souhaite qu'une chose, c'est qu'il s'éclate à Bourgoin. Il aura toujours sa place à Grenoble, il le sait. Il est toujours très apprécié des supporters et qu'il monte en N2 et qu'il casse la baraque là-bas et qu'il soit heureux. C'est tout ce que je lui souhaite. Alors, il était pas dans le groupe de Bourgoin hier, hein, déjà. Bourgoin qui s'est imposé à Montluçon et qui fait un pas de plus vers la montée en National 2. Donc, bon, on verra quand il jouera. Et oui, par rapport à ce que tu as dit, par contre, avec ses attaches particulières, le CFA2, je trouve l'hommage logique, en fait. Effectivement, c'est pas un joueur comme tout le monde. En plus, Alex Gersbach, qui est là depuis 1 an et demi, en a eu un aussi, tu vois. Donc, je comprends tout à fait qu'il y en a eu. C'est plus le petit côté, voilà, on le pousse vers la sortie. Puis après, on dit, bah, viens quand même faire un petit coucou à tes supporters, voilà, qui me fait un peu tiquer. Un tout petit peu tiquer, c'est quand même pas non plus méchant. Grégo nous dit Flomich, quel gâchis il aurait une place dans un club de Ligue 2. Bah, c'est un avis que je partage en fait. Moi, mon regret, il est surtout là, comme je le disais, même dans une rotation, j'attends pas que Flomich soit titulaire indiscutable. Non, il est moins bon qu'un Jessie Benet, il n'y a pas de souci par exemple là-dessus. Mais dans une rotation, je trouve qu'il aurait eu sa place à Grenoble. Après, voilà, je suis pas entraîneur, je suis pas le quotidien de l'équipe. Si à un moment donné, le GF38 a estimé que bah il avait peu de chances d'avoir du temps de jeu, effectivement, ça peut se comprendre dans ce sens-là, qu'on l'incite à partir, effectivement, pour libérer une place, pour libérer un peu de salaire, ou pour libérer ce qu'on veut, mais c'est malheureusement Je le pense monde pas que c'était professionnel. le plus gros salaire du club, hein. Je ne pense pas non plus, mais voilà, c'est pas ce que je préfère dans le monde pro, mais quelque part, ça fait partie du monde professionnel aussi. J'aime pas le terme se débarrasser en fait. J'ai pas envie de l'appliquer, mais de pousser vers la sortie un joueur sur lequel on compte tout simplement pas en fait. Et Alexis nous dit pour moi Michel c'est bien au-dessus d'un Touré. Ouais, après Touré c'est 10 ans de moins, donc ça dépend dans quelle optique tu l'envisages. Si tu préfères donner un peu de temps de jeu à un joueur un peu prometteur, bah tu vas favoriser un 10 Touré. ans, je suis pas sûr. Quel âge il a, Touré? Il a pas 26 ans? Non, j'aurais dit 20-22 moi, entre 20 et 22. J'avais un doute, c'est pour ça que j'ai dit 10 ans pour pas. Je suis nul en âge, hein, je retiens jamais les âges des gonzes. Même Flo Michel, alors, on m'aurait dit quel âge il a Flo Michel, il a 22 ans Touré. J'aurais été incapable de dire 31, je lui aurais donné 27-28, tu vois. Donc je suis Il a en, 22. en galère sur les âges et puis il fait pas vieux en plus Fleury, donc c'est difficile de se dire qu'il a 31 quoi. En tout cas, je comprends. Voilà, je n'apprécie pas forcément le choix, mais je comprends. Et pour faire le rapprocher avec Manu Pérez, en gros, moi on m'a expliqué la même chose sur Manu Pérez. Ça tombe bien que Grégo parle de Ravé, de Michel et de Pérez. Les enfants du club auront les mêmes sorties. C'est que concrètement, cet hiver, on a dit aussi bien à Florian Michel qu'à Manu Pérez qu'on ne comptait pas sur eux en fait pour la suite. Alors Manu Ah, bien Pérez, à voir sûr. s'il est en fin de contrat cette saison ou si c'est l'année prochaine. Et j'ai un peu rigolé sur ça sur les réseaux sociaux, mais visiblement, prenons des pincettes et des gros guillemets, parce que c'est des rumeurs de couloir, voilà, c'est pas une information. Une rumeur de couloir, c'est qu'aux deux, on leur aurait dit, non mais soit tu trouves une porte de sortie, soit il faudra t'occuper de la buvette l'année prochaine. Voilà, c'est pour ça que je parlais de buvette et de cafétéria sur les réseaux sociaux. Donc, ouais, c'est toujours des petites choses qui me font un peu tiquer aussi. Maintenant, on sait que les rumeurs, il y en a beaucoup et tout n'est pas bien évidemment vrai derrière. Mais On, en tout cas, la chose on qui se est rend certaine. compte quand même, Oui, excuse-moi, hein, on se rend compte quand même du traitement pour des mecs qui sont du club, du coin et conditionnel, qui ont Kevin. fait des efforts. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, mais Ravé, c'est pas du conditionnel. Ravé, c'est du réel. Donc, il faut Oui. aussi se dire que, en fait, tu peux être, c'est de l'élégance en fait, tout simplement. Tu peux ne plus vouloir forcément d'un joueur et tout, mais à un moment donné, il y a des façons de faire. Et déjà, je trouve ça dégueulasse pour des joueurs qui ne réussissent pas ou qui n'ont pas forcément leur place dans un club, mais des joueurs du club qui sont revenus, qui ont fait des efforts sur leur salaire pour revenir. Là, je parle surtout de Ravé et de Pérez, pas forcément de Michel. Et tu les traites comme ça, en fait, c'est des choses que je ne comprendrais pas, en fait, avec ce club. Ah, je les comprends parce que finalement c'est le fonctionnement du monde pro. Tu vois, on parlait des lofters tout à l'heure. Alors c'est pas des Grenoblois, mais est-ce que d'envoyer Boissy, Cocrezé, De Riondo, je sais plus qui c'est qu'il y avait aussi en Gotenny, je crois, en tout début d'année, Sylvestre Braque, s'entraîner qu'avec l'équipe réserve et leur dire bah non, vous partez pas en stage avec le groupe pro, vous entraînez pas avec le groupe pro, alors qu'ils ont un contrat professionnel. Est-ce que c'est correct aussi? Est-ce que c'est propre à Grenoble? Non, c'est une certitude, ça se passe de partout pareil. Est-ce que c'est parce que c'est fait ailleurs qu'il faut le faire à Grenoble? Non plus. C'est pas parce que c'est pire ailleurs, voilà, qu'il faut se gargariser, mais finalement, on est dans une logique de monde professionnel où la place au sentiment, à l'empathie est réduite au minimum, en fait, derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que Florian Michel ne joue pas ou n'est pas dans les plans de son entraîneur. Bah, t'es gentil, tu vas un peu plus loin. Comme on a pu le faire dans le passé avec d'autres joueurs, hein. Le traitement de El Yaoui, le traitement de Raspantino, c'était peut-être encore moins correct. Raspantino, on en a beaucoup moins parlé cravé. Le mec, on lui a quand même signifié par mail, on veut pas te voir à l'entraînement à la reprise, trouve-toi un nouveau club, quoi. Alors qu'il était sous contrat.
Est-ce que c'est normal? Non, non, moi je n'aime pas ce Non. foot-là, hein, je l'ai déjà dit à plein de registres en fait, mais on est malheureusement sur ce qu'on a tendance à voir de plus en plus dans le monde professionnel. Le joueur est une marchandise. Quand tout se passe bien, ben, on la valorise, on la chérit, on essaye de la valoriser pour la vendre un peu plus cher aussi derrière. Quand tout se passe mal, par contre, bah, c'est Kleenex, quoi. On s'en sert et on le jette derrière, quoi. Malheureusement, bah, quand c'est des joueurs avec qui on a des accroches, nous, affectives, comme Pérez, comme Michel, comme Ravé, bah, ça nous touche forcément un peu plus. Mais est-ce que c'est surprenant? Moi, ça me surprend plus du tout, en tout cas. Ils n'ont pas intérêt de faire ça avec Maubleu parce que là, je pense qu'ils vont se prendre une tornade dans la tête, hein. Non, je pense que Brice Maubleu, il a le côté aussi indispensable sportivement. Après, un Maubleu en fin de carrière, faudra se poser la question. Je pense que Maubleu est, enfin, je dis ça en même temps, je m'attendais pas du tout à ce que Ravé soit traité comme ça, etc. Donc, je ne vais rien dire à l'avance. On sait jamais dans ce milieu-là, mais j'ai du mal à le concevoir, honnêtement. Que Maubleu, c'est tellement l'institution à Grenoble, il est tellement là depuis longtemps, et t'as l'impression qu'il va être là pour toujours, en fait, qu'un jour il sera président ou directeur sportif, etc. J'ai du mal à ce qu'il le traite mal. En plus, il est au syndicat des joueurs. Je sais pas si ça a un petit impact, mais pas intérêt non plus à forcément aller trop loin avec ce type de profil-là, quoi. L'avenir nous le dira. Voilà pour le petit point dégraissage, qui en tout cas pour le coup est, alors pas encore, on va mettre des guillemets au terme réussite, parce que bien évidemment, comme tu l'as dit pour Flomich, il y a certains départs qui sont plus douloureux à encaisser que d'autres, mais en tout cas le club voulait un peu alléger son effectif. Bah, il a réussi à se délester de quelques poids. Je pense notamment à Kokredze qu'on espérait plus voir partir. C'était un gros salaire du club. C'était un plus gros salaire que Florian Michel en tout cas, et c'est une économie qui est pas anodine pour le GF38, et puis même pour lui, s'entraîner avec l'équipe réserve en Régional 1, ça reste un jeune joueur, hein, Giorgi Kokredze. Je pense qu'il a tout intérêt à rebondir et à relancer sa carrière ailleurs. En tout cas, le club voulait faire ça, et ça a plutôt marché. Et le dernier point, c'est sur la conservation des cadres. Bah alors, réussite totale, puisque aucun cadre n'est parti, sauf si on considère Gersbach comme un cadre. C'est pas mon cas spécialement. Je le mettrai pas joueur intéressant et important, mais je le mettrai pas dans mes cadres. Des cadres qui ont été attaqués cet hiver par quelques propositions. On peut faire le petit tour avec vous. Bah pour Bamba, je vous renvoie sur mon article sur grenoblefoot.info dans la semaine. J'ai vu passer l'information des 7 millions du Dauphiné libéré. Alors moi, j'en suis très 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 loin. J'ai quand même vérifié, mais on m'a bien redit qu'il y avait la dernière offre qui était déjà très conséquente, c'était 3 millions plus des bonus. En tout cas, Grenoble a refusé des offres de cet acabit-là. On m'a aussi dit que s'il y avait une offre suffisante à un peu plus de 5 millions, il serait parti. Donc on ferme la porte, mais on refuse pas non plus l'irrefusable. Comme dirait Max Marty, il y a des propositions qu'on ne peut pas refuser. Donc visiblement pour Bamba, c'était estimé un peu plus de 5 millions. Là aussi, c'est selon mes informations, c'est pas des informations du club, donc on reste au conditionnel. Sur le moins connu, Chapchet a fait l'objet de 2 offres. Alors je ne sais pas de qui, c'est pas la peine de me demander, mais on a refusé 2 offres pour Alan Chapchet. Quand je dis 2 offres, c'est 2 offres de 2 clubs différents. Je sais pas si les clubs ont fait plusieurs offres. En sachant que Chapchet était bien supervisé à l'étranger dès l'été dernier, donc vu sa première partie de saison, c'est pas très étonnant non plus qu'il soit bankable et qu'il y ait des clubs sur son cul. Plus Et ça, drôle, t'en ouais, penses quoi, toi, Fred? Parce que faut se dire que Chapchet, il a été titulaire pendant ouais, 6 mois, alors qu'on l'attendait pas forcément. On l'a prolongé, donc sa valeur, bien sûr, augmente et nous, on le sécurise. Maintenant, dans une défense à 2, aujourd'hui, il a perdu oui. sa place de titulaire. Est-ce qu'il risque pas de perdre de la valeur en Alors moi, jouant ça pas? dépend de la somme qu'on propose en fait, mais j'ai envie de te dire pour Bamba, c'est pareil. Pour moi, Bamba, 5 millions, c'est à Barté en fait. Même si j'aime beaucoup le joueur, je pense que le GF38, même si le GF38 grandit et veut grandir, il est quand même dans une optique où son modèle économique, bah, c'est de valoriser des joueurs et de les vendre plus cher qu'il les a achetés en fait. C'est ce qui lui rapporte le plus aujourd'hui. C'est pas la billetterie qui lui rapporte beaucoup, c'est pas les droits TV en Ligue 2 non plus, donc il faut vendre. Après, tout dépend de ce qu'on propose. Je cite toujours moi l'exemple Edwin Manan en fait, qu'on n'a pas voulu vendre quand on aurait pu le vendre, et puis au final qui a rapporté zéro derrière en fait concrètement. Donc il faut savoir aussi bien vendre. Je pense que Grenoble le fait plutôt bien, hein. On disait tout à l'heure Gersbach 350 000 euros, c'est une belle vente. Maintenant, pas vendre Chapchet cet hiver. Je suis de ton avis en fait. Il y a tellement de monde en fait sur ce poste-là. En plus, on prolonge Nestor. Donc on aurait pu se dire, bah à la limite l'année prochaine on n'a plus Nestor, donc automatiquement c'est intéressant d'avoir Chapchet.
Monfrey est toujours sous contrat. Diarra est arrivé il y a pas longtemps, est toujours sous contrat. Stralman, je Stralman. pense, Stralman sera pas prolongé au-delà, à mon avis. On en reparlera quand on fera les fins de contrat dans quelques instants, mais c'est typiquement le genre de joueur à qui je pense qu'on fera pas de nouvelle offre s'il joue pas d'ici la fin de la saison, ce qui serait assez logique. Donc ouais, moi j'aurais Il a plutôt été vendu. prolongé. Non, non, mais que jusqu'à la fin de la saison en fait. Donc en Ah juin non. là, il est plus sous contrat, Bart Stralman. Donc Ok. je pense pas qu'il soit prolongé au-delà, à moins qu'il montre de très belles choses sur la deuxième partie de saison, hein. Il reste encore quasiment la moitié de l'année à effectuer. Donc ouais, j'aurais vendu. Après, si les offres étaient pas très intéressantes, j'aurais peut-être vendu en me le faisant prêter jusqu'en fin de saison, en fait, tu vois, pour que il y ait pas besoin de forcément de recruter un autre mec derrière. Sachant qu'on peut rebasculer à 3 ponctuellement aussi, hein. Pour l'instant, on rejoue à 4 derrière, mais on peut rejouer avec 3 axiaux. Vincent Aignan l'a dit récemment en conf de presse, il s'interdisait pas de faire des changements, y compris au cours du match. On peut tout à fait avoir besoin. Il peut y avoir des blessés aussi. Si on est vraiment ambitieux, je trouve ça intéressant de le garder par contre. Mais le vendre après assez rapidement, je te rejoins. On sait ce qu'il vaut aujourd'hui. Pour moi, c'est un profil où on ne sait pas ce qu'il vaudra demain concrètement. Est-ce que c'était une saveur de l'année sur quelques mois, ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a franchi un cap et qui est capable effectivement sur le long terme d'apporter, de continuer à progresser, etc. J'ai pas la réponse sur ce cas-là. Là où un Bamba, par exemple, je pense qu'il va continuer à se valoriser en fait avec le temps. Comparativement sur les deux types de joueurs. Donc Chapchat a fait l'objet d'offres, hein. Adrien Monfray a beaucoup fait parler en début de mercato, mais c'est un gros mais. Saint-Etienne était intéressé, Laurent Batles était intéressé par Adrien Monfray, mais pas les dirigeants stéphanois en fait. D'ailleurs, ils ont recruté Pavlovic, si je dis pas de bêtises, l'ancien d'Amiens, qui était, je sais Ouais. plus où à l'étranger, ils se l'ont fait prêter 6 mois. Donc il n'y a jamais eu d'offre concrète en fait pour Adrien Monfray de la part de Saint-Etienne. Je précise de la part de Saint-Etienne parce qu'il y a d'autres clubs de Ligue 2 qui se sont intéressés à Adrien Monfray, qui a notamment reçu, alors je sais pas s'il a reçu un coup de fil ou si c'est le club qui a reçu un coup de fil ou comment ça s'est passé précisément, mais en tout cas il y avait un de ses anciens entraîneurs qui était intéressé, qui entraîne en Picardie désormais, qui lui voulait remplacer, je crois, Oh, Formose Mendy, mais ouais. qui n'est pas parti finalement et qui connaît très bien Adrien Monfray, la qualité sportive et la qualité humaine, et qui s'est dit que ça pouvait être une bonne idée pour son club. Donc là, pareil, ça a été niet. Donc c'est très bien de ne pas renforcer un concurrent direct. Bien évidemment, on parle d'Amiens, vous l'aurez compris. Je sais pas, Alexis, combien s'élevaient les offres pour Top Shot. Je peux me renseigner, mais c'est pas, ça fait pas partie des infos que j'ai demandé ça sur ce mercato-là. Donc Monfray a été conservé malgré quelques intérêts de clubs concurrents en Ligue 2. Et dernier joueur cadre qui est resté, là c'est de son fait à lui, et celui-là je l'attendais pas spécialement, c'est Brice Maubleu en fait, hein. Et quand je disais tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi Brice Maubleu fait partie des meilleurs gardiens de Ligue 2 cette saison, c'est qu'il n'a pas été approché par un club de Ligue 2, c'est qu'il a été approché par un club de Ligue 1, l'ami Maubleu. Il n'a pas voulu lâcher le nom, je sais juste que c'est pas Auxerre. Alors après, il y a quelques clubs de Ligue 1 qui ont recruté dans ce poste-là. Il y a Lille, il y a Reims, il y a Lorient qui cherchait aussi, il y a Montpellier. Mais en tout cas, il y a des clubs qui se sont renseignés. J'ai vu que Reims d'ailleurs avait pris le gardien de Pau il y a quelques jours, donc je ne serais pas étonné que ce soit Reims qui ait fait les approches. Mais en tout cas, les prestations de notre gardien et de notre capitaine ne passent pas inaperçues, y compris à l'étage du dessus. Donc voilà, on n'est pas trop pro Grenouille avec Maubleu. Je pense que tout le monde a bien remarqué qu'il était au sommet de son art cette saison. Et de ce qu'il m'a dit, c'est lui qui a refusé en fait. Je sais même pas s'il a considéré la proposition. Voilà, Maubleu, il est capitaine, il est là pour rester dans la durée. Donc c'était pas c'est même pas tant que le GF38 a conservé son cadre que Maubleu de toute façon il partira jamais. Donc mais en tout cas, il y a eu un intérêt prononcé d'un club de Ligue 1 pour notre capitaine cet hiver. Voilà du coup pour les petits joueurs cadres qui ont été sollicités. Personne n'est parti, c'est une très bonne nouvelle. Comme le disait Vincent Ognon sur une conf de presse, c'est à chaque mercato que des joueurs sont sollicités. Mon frère, par exemple, l'été dernier, il avait été pisté par une formation belge qui n'avait finalement pas insisté trop longtemps, mais qui avait quand même coché le nom du joueur sur sa liste. Donc rendez-vous au prochain mercato pour voir quels Grenoblois vont faire l'objet d'offres, mais il n'y aura pas de doute qu'il y en aura à nouveau quelques-uns à ce moment-là. Kev, tu avais des petites questions sur tout ça, le temps que je retrouve le petit article sur les contrats? Non, bah, moi, c'est vrai que j'avais pas fait le point dessus parce que je savais que tu allais le faire après, mais ça, c'est vraiment aussi le gros point positif, le fait qu'on n'ait pas perdu de joueur cadre. Moi, en termes de départ, c'est vrai que j'aurais pensé que Loris Neri serait parti parce que bah, il a très peu de temps de jeu au vu de la concurrence. Maintenant, on sait qu'il peut également, comme Paquies, dépanner à gauche. Là, avec la blessure d'Ariel Mendy, bah, on voit que c'est pas totalement idiot de l'avoir gardé, même si lui, je pense, aspire à avoir un peu plus de temps de jeu.
Sinon, voilà, c'est pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un bon mercato, même si voilà, le départ de Flomich fait mal, mais le fait d'avoir gardé tous les cadres, c'est une bonne chose. Alors moi aussi je pensais que Loris Neri faisait partie effectivement des joueurs qui étaient susceptibles de quitter le navire cet hiver. Comme je dis tout à l'heure, je suis plutôt content qu'il reste parce que c'est un bon soldat et je pense qu'il va servir d'ici la fin de saison et peut-être même très vite étant donné les matchs qui vont continuer un peu à s'enchaîner et les absences sur les postes de latéraux. Donc j'espère le voir et j'espère le voir faire une belle saison et je sais pas s'il reprolongera ou comment se goupille son contrat précisément avec Grenoble. Mais en tout cas, j'espère le voir continuer à faire une belle carrière parce que bah voilà, ce qu'on disait tout à l'heure sur Gersbach, je le pense aussi sur lui, c'est bon état d'esprit et très grenoblo compatible dans la manière de faire, hein. Je regarde s'il y avait d'autres questions, il y en a pas d'autres, donc nickel, on va finir sur les fins de contrat. Donc il y avait Alex Gersbach qui arrivait en fin de contrat, donc de toute façon, je pense que lui, son départ était un peu inéluctable. Donc c'est plutôt une bonne chose à ce niveau-là d'avoir réussi à en tirer un petit billet cet hiver. Donc on a Loris Neri et Bart Stralman qui avaient été prolongés 1 an l'été dernier. Kev, tu me diras ce que t'en penses, mais moi j'imagine à aujourd'hui, 5 février 2023, j'imagine mal qu'on les reprolonge tous les deux l'année prochaine. À moins qu'il y ait des Ouais. options dans leur prolongation du style si Grenoble se maintient, on vous prolonge 1 an de plus. Voilà les options, je ne connais pas à l'avance donc je ne peux pas vous dire, mais si on est vraiment sur de la fin de Ah, contrat au 30 juin, je pense que ce sera la fin de l'aventure pour les deux. tout à l'heure, tu parlais d'élégance. Enfin, on parlait d'élégance pour les joueurs. Stralman, on l'a clairement prolongé après sa blessure. Oui. Si clairement il part à la fin de la saison en ayant joué un match ou zéro, c'est clairement de l'élégance. On l'a prolongé, on l'a payé pendant 1 an, alors qu'on savait très bien qu'il ne serait pas apte ou qu'on avait de la réserve derrière, quoi. Une position pour Mamadou Diallo aussi, d'ailleurs, qui n'a pas été acceptée par le joueur, mais qui a été faite, hein. Et je rebondis aussi Ouais. sur, je reprécise et je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, on a incité Florian Michel à partir cet hiver. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a été très élégant dans la manière dont on a résilié le contrat. Donc, c'est aussi des choses qui sont plus rares au niveau professionnel. Mais ce club, il est à la fois dans les mauvais aspects du professionnalisme et à la fois, il arrive à garder un petit côté un peu humain qui parfois te dit, bon bah effectivement, tu vois, Stralman, Mamadou Diallo, la façon dont tu résilies avec Flo Michel, etc. J'apprécie ce côté humain-là, mais on n'arrive pas à être tout le temps dans ce mood-là, tu vois. J'ai l'impression qu'on a un peu le cul entre deux chaises, entre on est un club qui a des valeurs, qui est familial, et on est un club professionnel, quoi. C'est un peu le sentiment que j'ai sur certaines choses que j'entends. On a Manu Pérez qui a priori est supposé être en fin de contrat le 30 juin 2023. Maintenant, on m'a dit que lui avait une option qui allait sauter. Là, pareil, je ne sais pas. Donc, l'avenir nous le dira, savoir s'il est prolongé jusqu'en 2024 ou pas. Mais quand il a signé, en tout cas, il avait été annoncé jusqu'en 2023. On a Joris Correa qui est en fin de contrat en 2023. Alors, j'aime beaucoup le Bon, bonhomme, mais pour moi, ça prolonge pas. On a trop de monde devant de toute façon. Il joue quasiment pas cette année. Il mérite d'avoir un peu plus de temps de jeu ailleurs. Kev, ce que t'en penses? pareil, pareil, hein, ça c'est clairement. Lui aussi, tu vois, c'est quelqu'un que j'aurais clairement vu peut-être sur le départ cet hiver. Ça aurait pas été déconnant et je pense pas qu'on aurait perdu non plus en termes de rotation et tout, sachant qu'on a du monde. Ça aurait pas été déconnant de le voir partir en tout cas. On a deux joueurs qui ont une option annoncée par le club. Franck Bambok qui a un +1 et Mamadou Diop qui a un +2. Je sais pas en quoi sont les options, si c'est le joueur qui peut l'activer, si c'est par rapport à un nombre d'apparitions, si c'est par rapport à un maintien ou autre. Moi personnellement, je prolonge les deux. Bon, Mamadou Diop, il se met dans la peau du gardien numéro 3. Je sais pas ce qu'il a donné en interne, mais j'ai pas eu vent de problèmes de gestion ou autre. Et avec la réserve, il fait ses petits matchs. Donc, dans tous les cas, on a besoin d'un numéro 3. Donc, bah, si c'est lui, pourquoi pas. Et Bambok, bah, moi, je pense qu'on en a beaucoup parlé en bien aujourd'hui pour expliquer pourquoi moi, ça me dérange pas qu'il prolonge 1 an de plus. Alors, est-ce que lui, par contre, aura envie d'un nouveau défi, peut-être de retourner en Espagne ou autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est un joueur que j'ai envie de voir continuer en Isère. Je ne pensais pas dire ça il y a encore quelques semaines en arrière, mais voilà, j'aime bien son état d'esprit, le fait qu'il bosse en dehors aussi. Voilà, je trouve que c'est très professionnel et que ça indique aussi des choses plutôt positives pour lui. Kev? Il faut voir le salaire après Oui. qu'a Franck, mais je pense qu'il doit faire partie des plus gros salaires du club. Donc, moi, sincèrement, si on a une piste activée déjà cet hiver, qu'on pense à quelqu'un vraiment pour cet été pour nous Hmm. renforcer et tout, peut-être pourquoi pas aussi plus jeune,
même si Bambok est pas vieux, hein. On peut se dire, voilà, c'est pourquoi pas. C'est pas impossible non plus pour moi de le voir partir et de pas prolonger son contrat cet été, sachant qu'il fait pas non plus partie. Là, il monte en puissance, mais il fait pas partie non plus des joueurs, on va dire, qui ont coché toutes les cases depuis un an, quoi. Et avant d'arriver au dernier cas qui va peut-être faire un peu plus discuter, je lis vite fait le chat parce que je vois qu'Alexis nous dit le fait d'avoir réussi à retenir en 4, c'est une excellente nouvelle. Bah pour moi, c'est signe de l'ambition. Alors il y aura un article un peu écrit qui va résumer tout ce que je vous ai dit là sur le mercato, mais pour moi, c'est clairement, je l'avais dit avant le mercato en fait, que ce mercato-là serait un peu le symbole du fait de l'ambition ou de la non-ambition du GF38. Mais pour moi, on est clairement sur un club qui aujourd'hui a l'ambition un peu au-delà de se dire on veut seulement se maintenir en Ligue 2 quoi. Je parle pas de monter en Ligue 1, etc. Mais je pense que Grenoble a envie de jouer les premiers rôles en Ligue 2 et que ce mercato-là le confirme, en tout cas pour moi. Entre le non-départ des cadres, l'arrivée de Bonnet, voilà, c'est des signaux qui sont relativement forts à mes yeux sur la volonté de Grenoble de pas se contenter des 50 points qui sont affichés au tableau de Vincent Ognon depuis 36 ans là. Donc c'est plutôt bien. Ça nous permet de continuer à rêver de monter, nous dit Alexis. Bah, après, le terrain continuera surtout à nous permettre ou pas, mais oui, oui, sur le papier, encore une fois, c'est pas mal. Et Brigitte nous dit Moussa JT rentre à la 74e minute de jeu. Ah, Bah, écoute, on lui souhaite de vite marquer en Ligue 1, ça fera plaisir à beaucoup de Grenoblois. Kevin, le dernier joueur qui arrive en fin de contrat, et là, je pense que ça va être un peu plus compliqué entre les oui et les non, c'est Axel Ngondo. Alors moi, c'est ok. oui si on parle uniquement de ses qualités sportives et extrasportives, et c'est non si on parle de son état physique. Alors je sais pas jusqu'à quand il est absent. Je trouvais qu'il n'était pas si souvent absent que ça, pardon, après un partie de saison. Il avait quand même fait 10 matchs lors des 16 premières journées. J'avais fait un petit point. Il avait plus joué que pas mal d'autres joueurs finalement, alors qu'on disait qu'il était tout le temps blessé. Sauf que depuis, bah, il a plus rejoué en fait. Donc on est resté bloqué sur cette début de saison. Et très clairement, puisque lui, je pense qu'en plus, il n'a pas un salaire parmi les plus petits du GF38, la question se pose quoi par rapport à sa fragilité physique. Qu'est-ce que tu en penses de l'éventuelle prolongation d'Axel Ngando? Moi, avec le retour de Jesse, je dis que c'est pas forcément juste de le prolonger parce que même s'il arrive à enchaîner quelques matchs, on sait très bien que c'est un joueur fragile. Voilà, on le sait. Voilà, on peut citer Renato Sanchez à Paris qui viennent de le recruter parce que c'est un bon joueur, machin, mais il a une truc de fragile. Boum, il fait quoi? Il fait que de se péter. Bah, nous, c'est pareil avec Ngando. C'est le joueur, voilà, on sait qu'il peut nous apporter. On sait que quand il arrive à enchaîner des matchs, il nous fait du bien. Sauf que le problème, c'est 10 matchs dans la saison, 10-12 matchs par saison. Donc c'est quand même très 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 compliqué de jouer en fait ta saison là-dessus et d'avoir un minimum d'ambition en fait, j'ai envie de dire, parce que le club attire à avoir ces ambitions-là. C'est compliqué en tout cas de miser une saison sur un poste clé comme ça où c'est un peu ton meneur de jeu pour avoir des grosses ambitions. Donc moi je me dis qu'avec le retour de Jesse ça va nous faire beaucoup de bien et je me dis qu'on a le temps de travailler sur le prochain mercato de cet été pour espérer avoir une autre cible et pourquoi pas enfin installer peut-être Amin Sbahi qui est jeune, qui est prometteur sur ce poste de numéro 10. Je pense qu'il a des choses à nous apporter. Donc moi, c'est pas indispensable de recruter Ngando. J'espère qu'il va revenir et j'espère qu'il va faire une bonne deuxième partie de saison parce que ça va nous rapporter des points et ça va nous faire du bien dans le jeu. Mais maintenant, de là à dire le prolonger, sincèrement, moi, je suis pas pour. Moi, ça va dépendre en fait, sachant que Grenoble n'est pas toujours pressé, hein. On l'a vu l'été dernier, Neri et Stralman ont prolongé très tardivement, par exemple, juste avant la reprise de mémoire. Attendre en fait, tout simplement, et pas se précipiter sur ce cas-là, hein, parce que je dis n'importe quoi, mais s'il enchaîne 15 matchs de suite jusqu'en fin de saison sans jamais se blesser, la question de la prolongation sera tout à fait légitime pour moi. Effectivement, ça va vraiment dépendre de son état physique. Après, comme tu l'as dit, le problème, c'est que depuis qu'il est arrivé, et puis même avant qu'il arrive, les rechutes sont quand même très nombreuses et arrivent très fréquemment. La crainte et les doutes sont surtout sur cet aspect-là de se blesser aussi souvent finalement. Il y a des joueurs qui auraient pu faire des carrières bien plus grandes que ça parce qu'ils ont un talent immense. C'est Alors son lui, c'est cas pas un talent d'ailleurs. immense, mais il a un bon talent, mais leurs carrières ont été freinées ou pas au niveau. Pourquoi? Parce que c'est des joueurs fragiles, des joueurs qui ont énormément de blessures, des Gourcuff, des Diaby, voilà, on en a vu des joueurs comme ça. Et lui, bon, c'est clairement pas de ce standing-là, mais c'est quelqu'un qui a une qualité certaine, qui a une qualité technique, qui a une qualité de vision du jeu, mais malheureusement, il n'arrive pas à passer ce gap-là. Pourquoi? Parce que il est trop fragile.
C'est pas Gourcuff et c'est pas effectivement Diaby, mais c'est du Ligue 1 matériel pour moi. Ça peut jouer en Ligue 1 à 100% s'il est pas blessé, sans pas forcément dans un top 5 de Ligue 1, hein, mais dans une bonne équipe de Ligue 1, il y aurait pas eu de souci avec Axel Ngando. Je trouve qu'il est vraiment, il voit plus, enfin sur de la Ligue 2 déjà quand il a enchaîné les quelques matchs en début de saison, c'était quand même du top de Ligue 2 sur son poste, donc. Et s'il est à Grenoble aussi, c'est toute la difficulté du GF38 jusque-là. Alors peut-être que ça va changer, hein, peut-être que les arrivées de cet hiver démontrent le contraire. Mais si Axel Ngando a signé à Grenoble l'année dernière, bah, c'est parce qu'il était aussi sans club depuis 6 mois, parce qu'il avait été blessé pendant longtemps. Sinon, c'est impossible. C'était impossible pour le GF38 d'avoir ce type-là de joueur. Je connais pas le salaire avec lequel est revenu Bonnet, par contre. Je pense que Bonnet à 100%, c'est un peu moins fort qu'Ngando à 100%, mais on est quand même sur un retour qu'on aurait pu estimer très 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 difficile à assumer par Grenoble il y a encore un an en arrière. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai souvenir, je sais plus comment Marty l'avait signifié, mais en fait quand Jesse Bonnet n'arrivait pas à retrouver le club tout de suite après son départ et qu'on commençait à se dire que ça allait être un peu galère, la question lui avait été posée à Max Marty, est-ce qu'un retour de Jesse Bonnet au GF38 c'est envisageable? Et je crois qu'il avait pas dit, il avait employé un mot qui était relativement fort, c'était inenvisageable, mais c'était dans ce style-là en fait. C'est farfelu, je crois, il avait dit. Ouais, ouais. Donc voilà, là on est à un stade par contre bah, où c'est pas farfelu de faire revenir un Jesse Bonnet. En fait, on travaille pour et on a les arguments pour le faire revenir aussi. Et chose très intéressante, Bonnet a prolongé, enfin pas prolongé, il a signé jusqu'en 2026. Il s'inscrit sur la durée en fait. Ça aussi pour moi c'est un C'est très élément qui bien. est très très fort. Ouais. Ça veut dire qu'il a confiance sur le long terme dans le projet du club. Il y a le centre de formation d'entraînement qui va sortir de terre un jour, on espère avant 2050, mais je pense que même sportivement, tu vois, lui, il regarde hein, ce qui se passe en Ligue 2, comment Grenoble joue, comment Grenoble s'est renforcé aussi depuis un an. Et force est de constater que depuis un an, bah, les différents mercatos, hiver il y a un an, été dernier et celui-là d'hiver, bah, ont quand même diablement renforcé le collectif alpin. Non, puis après, on va pas se mentir non plus, le choix d'Amiens, je pense, a été aussi dû à Philippe Inchberger parce qu'il espérait mieux, il attendait mieux. Oui, Je pense qu'il il y aurait avait dû un club aussi en avoir mieux. Espagne, je sais pas Et si c'est, je me rappelle plus c'est quoi le club en Espagne il devait signer en fait, et je crois que au dernier jour du mercato, ça signe pas pour une histoire à la con. C'est pas Majorque, mais ça va être un truc un peu du style Las Palmas peut-être, en Liga 2 qui avait des grosses ambitions en Liga 2 et ça s'est vraiment pas fait, pardon, vraiment au tout dernier moment, une histoire de papier à la con, je sais pas quoi. Donc quand il est parti de Grenoble, en tout cas, c'était pour jouer plus haut que la Ligue 2. Et effectivement, Amiens, c'était un peu un choix, pas par défaut, parce que c'était un beau projet à Amiens. Et je pense que les structures et le salaire étaient aussi au niveau, mais il aspirait un tout petit peu mieux. On dit bonjour à est-ce Karel que c'est qui nous. vraiment mieux? Ouais. Est-ce que c'est vraiment mieux au Est-ce que final c'est vraiment mieux quand tu regardes le classement, quand tu regardes tout? Je suis désolé, depuis 2-3 ans, je Les vois pas où est infrastructures, la plus-value à aller à Amiens ou à les Grenoble. infrastructures et le salaire sont mieux Ouais, qu'à Grenoble. Ça, c'est une certitude. Après, dans ouais. l'épanouissement, bah, on a vu qu'au final, ça comptait beaucoup pour lui et qu'il est beaucoup plus heureux à Grenoble. Ouais, je disais bonjour à Karel qui nous dit c'est pas loin de ce standing-là quand tu regardes les joueurs avec lesquels il était titulaire en sélection jeune. Ouais, quand il était jeune, je sais pas s'il a pas un titre de champion du monde U20 ou au moins une finale U20 effectivement avec pas mal de gros calibres. Après, bah, comme l'a dit Kev, un Diaby tout le temps blessé alors qu'il était très au-dessus de tout le monde, bah il a pas fait une si grosse carrière que ça au final quoi. Je sais même pas à quel âge il a pris sa retraite, mais très très jeune. Je me rappelle plus de son prénom, Diaby. J'ai Moussa en tête, mais c'est pas le même. Tu te souviens de son prénom à Diaby, Kev? Abou? Abou Diaby, ouais, Abou Dhabi? que les plus jeunes aillent un peu se renseigner, qui était vraiment un joueur énorme. J'ai souvenir de matchs en équipe de France où voilà, ça driblait 3 joueurs et ça faisait passe D dans la foulée. Donc malheureusement, les blessures bah, font partie du truc et gâchent